Bonjour coach. Tout d'abord, quelles sont les nouvelles de la semaine au niveau du groupe? Est-ce qu'il y a des blessures? Est-ce que tu peux compter sur l'ensemble de ton noyau pour le déplacement à Anderlecht? On a un groupe qui est presque complètement disponible. On est vraiment dans une bonne situation médicale et physique ici. Tout le monde est très très bien revenu des différentes sélections nationales. On a eu plus de 10 joueurs. Là, c'était 11 exactement qui étaient partis avec leur sélection nationale. Ce qui est très bien pour tout le monde. C'est très bien pour les joueurs concernés. C'est très bien pour le groupe aussi d'avoir autant de joueurs qui soient partis, des joueurs qui n'étaient pas sélectionnés lors de la dernière trêve internationale et qui l'étaient maintenant. Donc c'est un bon signe. Euh, pour ce qui est des joueurs blessés, Jules continue sa revalidation suite à sa blessure au pied. Il avance très bien, ouais, il est bien, il est de mieux en mieux, donc on est confiant par rapport aux jours et aux semaines qui arrivent. Et puis on a deux jeunes joueurs. Il y a Mehdi qui est revenu de sa sélection avec les équipes d'âge. Il a subi un tacle qui était très violent et donc lui va devoir subir une intervention chirurgicale ici dans les jours qui viennent pour remédier à ça. Et Fabio Ferraro, lui, poursuit aussi sa revalidation suite à l'opération qu'il a subie. Donc ça, c'est les trois seules blessures. On n'a aucune blessure musculaire. Donc non, on est dans de bonnes dispositions ici pour s'attaquer au match de dimanche. Edouard, donc ici c'est un gros match contre Anderlecht. C'est au-delà de l'aspect, je dirais, comptable, assurer votre billet définitif pour les Europa Playoffs. Est-ce que c'est aussi un match de prestige, le fait comme ça d'aller jouer à Anderlecht et de rencontrer aussi une personnalité comme Vincent Kompany? Est-ce que ça change un petit peu la donne? Changer la donne, non. Ça pas. Chaque match est différent. Chaque match a sa propre histoire, sa particularité, que ça soit de recevoir le Cercle à domicile qui était dans un super état de forme. C'est quelque chose qui est pris en compte dans la préparation du match parce que ça crée une énergie, en tout cas, surtout en début de match. Et puis ici, ce match-ci est complètement différent et est différent du match suivant qu'on aura à domicile contre Zult. Mais parler de matchs de prestige ou des choses comme ça nous intéresse pas. On est vraiment concentré sur le contenu du match, d'être certain que notre plan de jeu est prêt, que tout le monde est en phase avec le plan de jeu. Et c'est toujours c'est un défi intéressant là, après une trêve internationale de récupérer tout le monde et réussir à ce que tout le monde se reconnecte le plus vite possible à l'identité de l'équipe, à l'énergie de l'équipe et à recréer le niveau de connexion qu'on avait ici de la deuxième mi-temps contre Malines et puis tout le match contre le Cercle qui était positif. Et donc c'est ce sur quoi on s'est concentré ici ces derniers jours. Et pour être certain que là, 18h30 dimanche à Anderlecht, qu'on soit prêt pour ce match-là. Et puis non, on va pas jouer on va pas jouer contre le nom d'Anderlecht, on va pas jouer contre une personnalité en particulier. Non, c'est 11 contre 11 et nous on sait qu'on doit être collectivement au top que pour faire le résultat qu'on veut faire. Jusqu'à présent, les matchs contre les équipes du top 5, à part peut-être Gand, ne vous ont pas trop bien réussi. Comment vous analysez cet état des choses? C'est en fait, c'est pas quelque chose que je vais ouais, aller contre parce que les chiffres et les faits sont là. En effet, contre ces 5 équipes là au-dessus de nous, on a été mis en difficulté, mais au niveau des résultats. Parce que si on va au-delà du résultat, si on regarde le contenu de ces matchs, on a été contre Bruges par exemple, les 2 matchs contre Bruges, on a été excellent, autant à domicile qu'à l'extérieur, mais les petits faits de match sont tombés contre nous. Les 2 matchs contre Anvers, il y a eu un non-match, mais la prestation à domicile aurait largement mérité une victoire. Il y a eu 2 non-matchs contre Union. Et le match à domicile contre Anderlecht, ici, la qualité de la prestation était très bonne. Mais là aussi, on a mal géré les faits de match. On encaisse un but sur une paire de balles sur le premier, phase arrêtée sur le deuxième, un penalty sur le troisième. Donc on doit progresser dans la gestion des moments clés et des faits de match contre ces équipes qui sont, entre guillemets, soi-disant
plus forte sur papier. Ça, on en est conscient et donc c'est quelque chose sur lequel on s'est concentré encore. On en a discuté au sein du groupe pour en prendre conscience et simplement être dans la progression. Et là, on sent qu'on est plus prêt aujourd'hui que jamais que pour aller faire le résultat qu'on veut et montrer ce qu'on arrive à montrer contre toutes les autres équipes, que Charleroi est bon. Que Charleroi est bon, qu'on mérite de pouvoir être ambitieux et de finir la saison classique, en tout cas, vraiment en boulet de canon. On veut continuer dans cette lancée, dans cette dynamique positive et forte qu'on a des derniers matchs. Tu parlais d'ambition, justement. Est-ce qu'implicitement, les Européens Champions Playoff ne commencent pas dimanche? On sait qu'Anderlecht a 7 points d'avance sur vous, à voir bien sûr s'ils sont hors du top 4, mais les points seront divisés par 2. Est-ce que s'il y a une envie d'aller en Europe, ça ne commence pas dès dimanche face à un rival? On ne se projette jamais sur le classement, donc non. On est concentré sur uniquement le contenu de dimanche. Les conséquences qui en viennent après, on compte seulement à ce qu'elles puissent être positives en notre faveur. Mais il n'y a aucun calcul de si on gagne, voilà, telle sera la situation. Si on perd, ce sera une autre situation. Si c'est un match nul, c'est le statu quo. Non, on est juste concentré sur les choses qu'on contrôle, c'est-à-dire notre énergie, les intentions avec lesquelles on va commencer et terminer le match, c'est-à-dire la qualité du plan de jeu et à quel point on peut le mettre en application. Après ça, ce qui arrivera. Si on peut reprendre des points par rapport à eux, top. Mais dans les faits, au final, on n'a pas une emprise là-dessus. Et le classement sera comme il sera là, après ces 2 derniers matchs de phase classique. Et puis on abordera la suite au moment présent quand elle se présente. Vous dites donc le noyau quasiment complet. Ici, il y a donc Ryota Morioka qui rentre de suspension. La concurrence aussi donc est très forte dans ce secteur du jeu. C'est génial. Franchement, on est dans une situation là au niveau du noyau qui est génial pour un staff de pouvoir gérer. Parce que c'est pas qu'au niveau du milieu de terrain. C'est aussi dans les positions offensives, dans les positions de nos 2 attaquants. Bayo, on a vu là, les 2 derniers matchs, l'état de forme dans lequel il est. On l'a vu avec Badji aussi qui se rapproche de plus en plus. Et c'est intéressant parce que Badji passe maintenant par la même phase que Bayo est passé après 4 ou 5 semaines qu'il était dans l'équipe fin janvier, début février, où il se créait beaucoup d'occasions, mais il n'était pas encore arrivé au moment de pouvoir les concrétiser. Mais on voit que Badji s'en approche de plus en plus. La même phase par laquelle Shamar Nicholson est passé fin août, début septembre, où il y avait pas mal de critiques, parce que Shamar ne marque pas. C'est une question de temps. Le plus difficile pour un attaquant, c'est de réussir à se créer les occasions. Et puis la phase de concrétisation arrive, mais il faut maintenir la confiance. Il faut continuer à les pousser aux entraînements pour être sûr qu'on est dans la progression. Mais pour Badji, on est convaincu que ça va arriver très vite. Si c'est dimanche, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ce sera très prochainement. Mais on a vu avec Anas Zarouri qui est super bien monté contre Malines. Il est super bien monté contre le cercle. Il est décisif. Donc lui aussi, il prétend vraiment à une place de titulaire et met en danger les positions que Bayo et Badji ont commencé à assumer. Mais derrière eux, oui, au milieu de terrain, on a là des choix avec Adem Zorgan, avec Rio, avec Heymans, avec Golizadeh. Avec Wazinski aussi qui commence à titiller notre capitaine de plus en plus. Donc c'est tant mieux parce que à la fois ça garde, c'est plus que garder, mais ça pousse vraiment ceux qui sont titulaires lors du dernier match à se remettre en question et à pousser encore plus. Parce qu'ils savent que s'ils ne sont pas au top, il y a plusieurs joueurs qui sont prêts à reprendre leur place. Et on est toujours dans cette idée de choisir la meilleure équipe pour le prochain match. C'est jamais une question de « Ah ok, il n'y a rien qui est cassé, on est bon, on a gagné, et donc on va simplement répéter la même équipe. » No way, parce que l'équipe qu'on a sélectionnée contre le Cercle, c'était la meilleure équipe pour ce match-là, dans l'état de forme qu'on a vu là. Ici, on a eu 2 semaines entre-temps, il y a eu des sélections nationales, il y a eu beaucoup d'entraînement pendant ce temps-là. Et le match Anderlecht est complètement différent que le match contre le Cercle. Donc on va vraiment choisir la meilleure équipe de base et les meilleurs remplaçants pour le match en particulier ici. Même chose en défense. Bessile, Andriou, Ozon Wafor, Knežević.
qui sont tous en forme. Mbenza commence à pousser Tchatchoua et Kayembe de plus en plus, et Nkuba aussi bien. Donc on est dans une situation aujourd'hui où tous les postes, même celui de gardien, ont un niveau de compétition qu'on cherche à avoir depuis le début. Je reviens sur Ryota. Il avait fait une très bonne première partie de saison. Et puis donc, depuis 2022, il a eu quelques petits soucis, à la fois pépins physiques et aussi suspension. Comment est-ce que justement, premièrement, la trêve internationale a permis peut-être de le remettre vraiment à 100% de son niveau? Et comment peut-être aussi il a vécu ça? Et puis, troisième question aussi, est-ce que l'arrivée d'Ayman, c'était aussi pour apporter un petit peu justement de concurrence dans ce trio qui était un petit peu souvent... je dirais, incontournable, un peu par faute de concurrence. Par rapport à Rio, c'était un joueur clé du début de saison. Ces deux premiers tiers du championnat, ou cette première moitié de championnat en tout cas, il a été non seulement décisif, autant offensivement que défensivement, mais il occupait une position vraiment charnière dans l'équipe. C'est un relais pour ses coéquipiers, ça a été un relais pour le staff. Et puis oui, il est passé par plusieurs semaines qui sont devenues plusieurs mois difficiles au niveau physique et médical. Ce qui est normal aussi dans une carrière de joueur. Ça vient après une période où il a longtemps été épargné par les blessures. Et donc, ces moments-là qui viennent, mais sont jamais faciles pour un joueur de gérer, mais il faut les gérer. Donc, on a fait en toute ouverture, toute transparence, avec un très bon dialogue entre lui, le staff sportif et le staff médical. Ce qui est top, c'est qu'on a vu les 2 dernières semaines à l'entraînement, on a vu le meilleur Morioka. Encore ce matin, une discussion avec lui et l'échange de se dire, mais ouais, Rio est de retour là. Et quel bonheur de voir ça, parce que ça, non seulement lui il prend confiance, mais ça diffuse une confiance qui est super importante pour le reste de l'équipe, et ça continue à pousser, Heymans et Golizade et Zorgan qui ont pris plus de minutes de jeu que lui dans les dernières semaines. Et oui, l'arrivée de Dan, c'était dans une idée d'apporter plus de concurrence dans ce secteur-là, mais aussi d'apporter un profil qu'on n'avait pas. Et dans la composition du noyau, on cherche toujours à avoir un équilibre de ces profils. Des joueurs qui vont apporter différentes choses à différents moments dans différentes zones du terrain. Et Heymans l'a tout de suite montré. Le début, c'était normal qu'il a eu difficile parce qu'il est arrivé avec un état physique qui était un peu en retard. Mais là, il a encore montré dans le dernier match, c'est un but, c'est un assist, mais c'est une présence dans l'entrejeu. Il nous donne un contrôle du match qui sont super intéressants. Donc, encore une fois, tant mieux pour lui individuellement, mais tant mieux pour le reste du groupe aussi qui continue à progresser. Tu disais que Wazinski commençait à titiller le capitaine. On le sait, depuis le stage hivernal, tu le places comme milieu défensif. Pour toi, dans ta tête, c'est vraiment plus un défenseur central? C'est une phase dans sa progression. On reste avec Wazinski, avec Boukamir, avec nos autres élites. La même chose pour Descott. Vraiment dans cette optique de progression et de post-formation encore. Tant qu'ils ne se sont pas imposés dans l'équipe, on essaye de trouver pour eux la meilleure façon qu'ils puissent progresser. Et ici, avec Wazinski, il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait qu'en défense, il y a beaucoup de compétition avec différents profils, et le fait qu'il a des qualités qui lui permettent de nous apporter un plus dans notre jeu. Donc, il a un énorme moteur physique, il a des qualités techniques au-dessus de la moyenne, il a une compréhension et une lecture du jeu au-dessus de la moyenne, et donc tout ça font que c'est super intéressant pour lui, aujourd'hui et dans les mois qui viennent, de se développer au milieu de terrain. Et il y a plein d'exemples là qui permettent de montrer que, surtout en début de carrière, d'évoluer à d'autres postes vont apporter un plus tard. Et si au final, il devient professionnel, il confirme que ce soit au milieu de terrain ou en défense centrale, mais tant mieux. Mais si en tout cas il peut prendre des repères et il peut se développer au milieu de terrain, ça va faciliter sa tâche en défense centrale. Et il faut ne fût-ce que regarder le coach adverse contre qui on va jouer ce week-end. C'est un super exemple d'un joueur qui a pris des minutes et qui a pris du temps de jeu au milieu de terrain pour au final devenir un top joueur en défense. Et l'inverse c'est vrai, il y a le meilleur milieu de terrain anglais pour le moment, Declan Rice, formé toute sa carrière en défense centrale, et puis il confirme
au milieu de terrain aujourd'hui, parce qu'à un moment, c'est plus intéressant pour ces joueurs d'être confrontés à des situations de jeu différentes et tout le temps chercher cette stimulation en plus. Il a joué arrière droit là, ou dans une certaine forme d'organisation défensive là pour son équipe nationale. Il a joué arrière droit dans une défense à 4. Et il a ce talent pour le foot qui le lui permet. Merci beaucoup.